Et aujourd'hui, ce qu'on constate quand on va voir les plus jeunes et qu'on parle du monde professionnel avec eux, c'est qu'on a une jeune génération qui est plutôt anxieuse à l'idée d'entrer dans le monde professionnel. Et plus vous avez une mauvaise surprise entre les projections qu'ils ont du monde professionnel ou l'entreprise et la réalité, plus il y a de chances d'avoir des départs précipités. Donc l'enjeu, c'est vraiment de rassurer lors de cette phase d'intégration. Et ça, aujourd'hui, j'ai le sentiment que de nombreuses entreprises n'ont pas forcément perçu. Faire sa veille, anticiper, communiquer, évoluer, changer. Pas toujours simple dans notre quotidien de professionnel RH. J'entends encore trop souvent, mais on n'a jamais fait comme ça. Cela m'a donné envie de nous aider et à voir notre métier RH différemment. Bienvenue donc dans On n'a jamais fait comme ça, le podcast de ceux et celles qui font avancer la profession ressources humaines, de ceux et celles qui nous proposent, à nous RH, des solutions pratiques et concrètes. Je suis Florent Le Tourneur, fondateur de We Feel Good, agence marque employeur et communication RH. Merci d'avance de votre fidélité. Si ça n'est pas encore fait, abonnez-vous pour ne pas rater les prochains épisodes. J'espère d'ailleurs que cet épisode ouvrira pour vous le champ des possibles et vous donnera envie de faire bouger les lignes RH dans votre entreprise. C'est parti et bonne écoute. Juste avant de démarrer, je vous parle de WeRecruit, premier partenaire de ce podcast. WeRecruit, c'est le logiciel ATS qui optimise l'expérience de tous les acteurs d'un recrutement. Candidats, recruteurs et managers. WeRecruit offre l'ensemble des outils indispensables pour les recruteurs. Suivi des candidatures, site carrière, extension de sourcing, vivier et bien plus encore. Hautement personnalisable, vous pouvez le paramétrer selon l'organisation de votre entreprise, votre manière de recruter, mais aussi selon les spécificités de chaque recrutement. Ce qui est top avec eux, outre un service support hyper réactif et 100% en France, c'est qu'ils innovent en permanence. Par exemple, depuis quelques jours, ils ont lancé le module de demande de recrutement qui vous permet, en tant que RH, de valider et de suivre l'historique des demandes des managers. Je vous recommande chaudement d'aller voir leurs offres. La très grande majorité de leurs clients est très satisfaite et fidèle. N'hésitez pas à cliquer sur le lien dans la présentation de cet épisode pour découvrir WeRecruit. Salut à toutes et à tous, ravi aujourd'hui d'être avec la pétillante et dynamique Marlène Leguet, qui est psychosociologue et dirigeante de Vague de Sens. Bonjour Marlène. Bonjour Florent. En tout cas, merci d'être venu aujourd'hui me rendre visite dans les locaux de We Feel Good à Cesson-Sévigné, près de Rennes. Et ça, c'est hyper sympa de venir aussi nous rencontrer. Écoute Marlène, ce que je te propose, c'est qu'on puisse échanger 30-40 minutes ensemble sur toi, sur ton entreprise, ton offre de service. Et puis ta vision des ressources humaines avec des angles extrêmement précis dont tu vas nous faire part. Avant toute chose, pour commencer, est-ce que tu pourrais juste te présenter et nous dévoiler ton parcours professionnel qui est un peu atypique ? Oui, tout à fait. Donc moi, je m'appelle Marlène Leguet. Comme tu l'as dit, je suis psychosociologue et spécialisée sur les jeunes générations et l'intergénérationnel. Donc moi, j'ai débuté ma carrière en cabinet de conseil, donc un début, on va dire, assez classique. J'ai accompagné plein d'entreprises nationales et internationales pendant plusieurs années. Et à l'occasion de cet accompagnement, j'ai constaté qu'il y avait plein de dirigeants, plein de managers qui se posaient beaucoup de questions sur les jeunes générations. Tu as travaillé dans quelles entreprises exactement ? J'ai travaillé au sein de BVA, donc il y a un institut d'études et de conseil et qui est très connu aussi pour la partie sondage. Qui était ta première entreprise, ta première expérience pro ? Ma première expérience pro, oui. Et moi, j'ai travaillé vraiment sur la partie études qualitatives, études stratégiques et prospectives. Donc j'accompagnais les entreprises à développer justement leur vision prospective. Donc on traitait au quotidien du sujet des jeunes générations. Et puis on accompagnait plein d'entreprises qui avaient des problématiques très spécifiques vis-à-vis de leur stratégie pour aujourd'hui et pour demain. Donc ça, c'est ce qu'on faisait. Dans le cadre de cet accompagnement, comme je le disais, j'allais à la rencontre de dirigeants, de managers, et j'entendais beaucoup de questions sur les jeunes générations qui semblaient atypiques, qu'on ne comprenait plus, qui en plus n'avaient plus envie de bosser. Et je me disais, mais c'est quand même surprenant, parce que moi, dans le cadre de mon activité, je vais à la rencontre des jeunes et des moins jeunes, et j'ai l'impression mais toi, c'était ton premier job, donc t'étais jeune aussi, forcément. J'étais jeune, effectivement. Et d'ailleurs, c'était pas toujours facile à entendre à titre personnel, oui. Mais bon, j'arrivais quand même à prendre cette distance et à regarder les choses de manière objective, parce que c'est quand même le cas de mon activité, et puis j'étais formée à apprendre à faire ça et à le faire, à bien le faire. Et donc, ce que je notais, c'est qu'on avait vraiment ces jeunes qui eux nous disaient, si, nous, on a toujours envie de bosser, mais c'est vrai, peut-être
plus de la même manière que nos parents, que nos aînés. Et donc, je constatais qu'il y avait vraiment un clivage qui était en train de se créer. Mais finalement, quand j'entendais parler de fracture intergénérationnelle, je me disais, mais cette fracture, en fait, de fait, elle n'existe pas, même si on la présente telle qu'elle. C'est nous, par nos comportements, par nos représentations, qui créons cette fracture. Et derrière, ma réflexion a été de me dire, si on est en capacité à créer cette fracture, on est aussi en capacité à la réduire. Donc, j'ai travaillé à BVA, j'ai ces réflexions qui ont commencé à émerger, j'ai donc accompagné plein d'entreprises dans des secteurs complètement différents et je constatais qu'il y avait, malgré la différence de secteur et malgré la différence de taille d'entreprise, il y avait vraiment ces sujets qui étaient identiques. Après, j'ai continué mon parcours dans d'autres entreprises. Donc là, vraiment, je travaillais au sein d'entreprises. J'ai notamment travaillé dans le transport de voyageurs à Keolis. Et puis, en 2020, j'ai eu un accident assez conséquent qui m'a créé de nombreuses fractures sur le corps, sur le visage. Et ça a vraiment été un moment de vie qui m'a réveillée, au sens où je me suis dit, mais qu'est-ce que j'ai envie de faire de ma vie ? Là, on m'a fait prendre conscience par cet accident que tout pouvait changer du jour au lendemain. Et je me suis dit, mais qu'est-ce qui a du sens pour moi ? Qu'est-ce que j'ai envie de faire de ma vie ? Et il y a vraiment ce sujet de l'intergénérationnel. En 2020, tu t'es pris ce malheureux accident hyper violent et de surcroît, comme tout le monde en plus, les confinements. Ouais, juste après les confinements. Une année de dingue, quoi. Une année de dingue, tout à fait. Quand je commençais à remonter la pente et à entrer dans cette phase de rééducation, donc je voyais le bout du tunnel, on m'a dit, comme on a dit à tout le monde, mais c'est parti, vous allez rester confinés chez vous. Donc vous allez vous rééduquer toute seule. Donc ça laisse aussi le temps de réfléchir. Et c'est pour ça que j'ai vraiment fait le choix d'entreprendre. Alors l'entrepreneuriat, c'est quelque chose qui m'a toujours animée. Même quand j'étais étudiante, j'ai toujours eu cette envie d'entreprendre, mais j'ai pas osé le faire en début de carrière. Alors pourquoi t'as pas osé le faire plus tôt ? Du coup, pourquoi être passé par principalement BVA et Keolis, c'est ce que je comprends ? C'est ça. D'avoir attendu 4, 5, 6 ans pour le faire et de ne pas le faire immédiatement ? Alors, je ne l'ai pas fait immédiatement parce que lors de mon stage de fin d'études, j'avais vraiment ce projet entrepreneurial. Et je me suis dit, je vais faire mon stage de fin d'études dans une coopérative d'activité et d'emploi pour avoir cette proximité avec les entrepreneurs, comprendre leur quotidien, commencer à les accompagner sur ces sujets. Et là, j'ai pris conscience des réalités. Et je me suis dit, en fait, la vision que j'avais de l'entrepreneuriat ne correspond pas forcément à la réalité. Ça n'a pas l'air si facile que ça, d'être entrepreneur. Et finalement, j'ai un petit peu paniqué. Et je me suis donc dit, j'avais toujours ce projet en tête, je l'ai gardé. Mais je me suis dit qu'il était peut-être intéressant d'abord de travailler en entreprise pour continuer à me former et dans 2, 3, 4, 5 ans, me mettre à mon compte. Petite parenthèse, parce que c'est un phénomène que l'on rencontre de plus en plus, effectivement, moi qui vais régulièrement dans des écoles où on interroge effectivement les étudiants sur leur avenir professionnel, et de plus en plus nous disent, moi j'ai envie de devenir solo-entrepreneur, nouveau mot pour dire freelance, mais solo-entrepreneur ou de créer ma société avec des salariés demain. Ça, c'est un phénomène qui prend de l'ampleur. Qu'est-ce que tu en penses, toi, de ces personnes qui, dès la sortie de l'école, se disent « Ok, go, je vais sur l'entrepreneuriat », que je sois seul ou en équipe. Oui, alors je pense que c'est une tendance qui s'amplifie et ce que j'ai pu noter entre 2021 et donc aujourd'hui 2023, c'est qu'en 2021, on avait des étudiants qui nous disaient « Moi, je termine mon cursus et j'entreprends ». Aujourd'hui, en 2023, quand j'interviens dans des écoles, j'ai des jeunes qui me disent « En fait, j'entreprends déjà ». J'ai déjà mon entreprise, ma micro-entreprise, je suis étudiant entrepreneur, j'ai déjà lancé mon projet. Et je pense qu'il y a une vraie différence. Aujourd'hui, ils n'ont pas peur de se lancer. On a beaucoup d'outils qui sont mis à disposition pour mieux comprendre finalement quel est cet environnement entrepreneurial et puis quelles sont aussi toutes les compétences que l'on doit développer pour créer un business qui fonctionne. Et je crois qu'aujourd'hui, ils se posent moins de questions. Ils se disent, moi, j'ai envie d'entreprendre maintenant, donc j'y vais. Et ce que je constate aussi, c'est qu'ils entreprennent à plusieurs. Ils n'ont pas peur de dire, moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment de développer cette compétence ou cette dimension du business. Et puis, j'ai d'autres amis qui, eux, ont d'autres projets, mais finalement, on peut peut-être se travailler ensemble. Oui, en multi-solo-entrepreneur. C'est ça. Rarement avec une société avec plusieurs actionnaires, mais effectivement, chacun a sa société. Voilà, souvent en mode freelance. C'est assez facile juridiquement de créer sa société. Et chacun va avoir son expertise et vont travailler en multi-expertise pour un ou plusieurs clients. En fait, c'est ça le phénomène que toi, tu vois dans les écoles. Donc, effectivement, une volonté, on pourrait y revenir, effectivement, des plus jeunes générations d'entreprendre
beaucoup plus forte en 2023 que les années et passées. Et de passer à l'action. Et de passer à l'action, ouais. Alors, excuse-moi, parce que je t'ai interrompu sur ton parcours. On en était en 2020 avec cet accident malheureux, enfin les confinements, et ta prise de conscience. C'est ça, prise de conscience. Donc je me dis qu'est-ce que j'ai envie de faire de ma vie, qu'est-ce qui a du sens pour moi. Et là, je savais que j'allais entreprendre. C'était une certitude. Et j'ai vraiment ce sujet des jeunes générations, l'intergénérationnel, qui m'est revenu en tête. Et je me suis dit, voilà, je le sens, je peux pas vraiment l'expliquer pourquoi, mais je me sentais alignée avec ce sujet. Je me suis dit, je pense qu'il faut porter ce sujet-là pour justement, comme je disais tout à l'heure, sortir d'un regard stéréotypé qu'on peut avoir sur les jeunes, faire prendre conscience que chacun, quelle que soit sa génération, a de la valeur, a un rôle au sein de l'entreprise, a un rôle dans la société. Et que c'est pas parce qu'on fait partie de la jeune génération ou d'une génération plus ancienne qu'on a un poids qui va être plus important. Tout le monde a une valeur ajoutée. Et je pense que c'est important de le dire et de le redire. Donc ça, c'était vraiment des messages qui étaient importants pour moi. Et puis, comme je le disais, j'avais constaté aussi que dans le monde professionnel, pour moi, il y avait une forme d'urgence parce que cet écart intergénérationnel, on était en train de le creuser. Et que j'avais beaucoup de dirigeants qui venaient me voir avec cette notion en tête de fracture intergénérationnelle présentée comme un état de fait. Mais moi, je suis convaincue que ce n'est pas un état de fait, qu'on peut agir pour réduire cet écart. Et donc, c'est pour ça que j'ai créé Vague de Sens, pour participer à mon échelle à réduire cet écart. Vague de Sens, tu l'as créé il y a combien de temps maintenant ? Je l'ai créé en 2021, donc il y a 2 ans. Il y a 2 ans ? Toute seule, des salariés ? Comment tu t'es organisée ? Alors, j'ai créé Vague de Sens toute seule. Ça a démarré assez vite. Voilà, j'ai des clients qui m'ont sollicité avant même que l'entreprise soit officiellement créée. Ah, c'est plutôt chouette, effectivement. C'est plutôt chouette, ouais. Tout à fait. Donc ça a démarré assez vite et moi je suis sur un sujet, on va dire plutôt un sujet de niche et je travaille avec des personnes qui ont des compétences spécifiques. Donc qui vont avoir leur propre entreprise, qui vont être freelance sur des sujets très spécifiques et en fonction des demandes et des besoins de mes clients, eh bien, je vais aller solliciter les personnes qui me semblent les plus adaptées en fonction de leur profil. Aujourd'hui, je n'ai pas d'équipe dédiée, mais là je pense qu'en 2023, je vais passer le pas. Oh là là, un scoop. Un scoop, tout à fait. Et tout à l'heure, oui, je vais rencontrer différentes personnes parce que là, je recrute justement 2 profils, alors plutôt en alternance dans un premier temps, mais sur la partie communication et marketing digital parce que je pense que c'est important de faire savoir ce qu'on fait. Ça fait 2 ans que je travaille principalement sur recommandations et ça fonctionne très bien, mais là, l'idée, c'est justement d'aller plus loin parce que j'ai envie de pouvoir apporter cet accompagnement à toutes les entreprises sur le territoire, mais aussi à toute taille d'entreprise. Donc ça, c'est vraiment une ambition, voire une obsession que j'ai, mais on aura peut-être l'occasion d'y revenir tout à l'heure. Oui, on va revenir sur Vague de Sens dans quelques minutes. Je vais revenir sur un sujet, parce que quand j'ai regardé ton profil LinkedIn, on se connaissait bien sûr avant, mais j'ai re-regardé ton profil LinkedIn pour préparer ce podcast, je suis retombé sur le mot psychosociologue. Alors là, ça veut dire quoi psychosociologue exactement ? Est-ce que en quelques phrases, tu peux décrire le métier de psychosociologue et la raison d'être de ce métier ? Alors les psychosociologues, ce sont des psychologues, mais qui sont spécialisés sur les dynamiques de groupe. Donc comment est-ce qu'on fonctionne ? C'est pas comment est-ce qu'un individu va fonctionner en profondeur, mais vraiment comment est-ce qu'on fonctionne ensemble. Moi, après, je suis spécialisée sur tout ce qui va être études quantitatives, qualitatives, pour justement réussir à apporter un regard objectif sur des situations. Donc ça, c'est ce que je fais. Le métier de psychosociologue en tant que tel, j'ai envie de dire, il n'existe pas. Ça va plutôt être une fonction et des compétences qu'on va venir apporter au sein de certaines entreprises ou avec une posture de conseil pour vraiment, comme je le disais, apporter ce regard et cette prise de hauteur. Quelles sont les dynamiques de groupe, comment on fonctionne et comment est-ce qu'on peut optimiser pour faire en sorte que les individus fonctionnent le mieux possible ensemble. Ok. Alors, je reviens avant de parler de Vague de Sens, sur l'entrepreneuriat. Et ton passage, tes années de salarié, tes années maintenant d'entrepreneur, quels conseils tu pourrais donner à des personnes aujourd'hui qui nous écoutent, qui sont salariés, qui hésitent peut-être encore à entreprendre ? Est-ce que tu aurais des conseils à leur donner à ce sujet ? Est-ce que tu leur dis « allez-y », foncez, est-ce que tu leur dis d'être prudent ? Comment est-ce que tu vois les choses ? Quand toi-même, comme moi, on rencontre énormément de gens. Cette situation, elle se provoque de plus en plus. Moi, personnellement, j'ai souvent effectivement des gens salariés qui m'interrogent en me disant « mais t'as été 15-20 ans salarié, t'es devenu entrepreneur, mais pourquoi ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce que tu regrettes ? Qu'est-ce que tu regrettes pas ? etc. » Mais alors, moi, on s'en manque un peu. Mais toi, Marlène, comment est-ce que quel conseil tu leur donnes ? Moi, je les inviterais déjà à se questionner et à se demander est-ce qu'ils se sentent vraiment alignés avec ce projet ? Et qu'est-ce qu'ils sont prêts à risquer ? Qu'est-ce qu'ils sont prêts à mettre en jeu pour faire vivre ce projet ?
Parce que l'entrepreneuriat, c'est quelque chose qui est puissant. On n'est pas dans la demi-mesure. Enfin, en tout cas, moi, je ne suis pas dans la demi-mesure et je crois que toi non plus. Voilà, c'est des sujets vraiment qu'on porte de tout notre être. Donc, je pense qu'il faut vraiment se questionner, se dire qu'est-ce qu'on est capable de faire. Après, on prendra, quand ces personnes feront le choix ou non de se lancer, ils prendront le recul nécessaire. Et l'idée, c'est pas entre guillemets, de se cramer dans l'entrepreneuriat comme certains peuvent le faire, mais c'est juste de se dire, voilà, l'entrepreneuriat, c'est pas un long fleuve tranquille, tout ne va pas être rose, ça fait partie du cheminement. Est-ce que je suis capable de l'accepter ? Parce qu'aujourd'hui, ce que j'observe, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui veulent entreprendre, mais quand, je pense que tu as peut-être fait les mêmes constats, mais quand on échange, il y a des personnes, je te dis, tu sens qu'elles ne sont pas prêtes ou pas faites pour ça parce qu'elles ont une vision un petit peu utopiste de ce que ça peut être. En se disant, je vais très rapidement monter ma boîte, ça va fonctionner, et puis voilà, je vais lever des fonds, ça va fonctionner aussi, et puis tout ira hyper bien, et j'aurai plein de clients. Dans la réalité des faits, c'est que non, c'est des up and down permanent. Parfois, au sein d'une même journée, on peut avoir des super projets qui tombent et puis une mauvaise nouvelle qui vient nous bousculer. Voilà, ça fait partie du jeu. Donc, est-ce qu'on est prêt à accepter ça ? Je pense que c'est la première question à se poser parce que l'entreprise, elle vivra difficilement, en tout cas au début, sans nous. C'est fondamental. Je pense qu'il y a une dimension introspective et un questionnement introspectif à avoir qui, je crois, en tout cas chez les plus jeunes, n'est pas toujours présent. Alors, parlons maintenant un peu de vague de sens. Tu indiques sur LinkedIn, je cite tes mots, je vous aide à mieux comprendre les moins de 30 ans et à résoudre vos problématiques intergénérationnelles. Et pourquoi s'intéresser aux moins de 30 ans ? Pourquoi pas les moins de 25 ans, les moins de 35 ? Qu'est-ce qui s'est passé pour que tu dises, voilà, ça c'est ma claim, voilà pourquoi j'existe, voilà pourquoi Vague de Sens existe, et pourquoi s'intéresser aux moins de 30 ans ? Alors, au début, j'étais partie sur les 15-25. Ok. Quand j'ai créé, avec vraiment cette ambition de à la fois sortir des stéréotypes et puis aider à travailler cette vision prospective. Les choses ont fait que je me suis vraiment spécialisée sur la partie monde professionnel. Donc, à savoir comment est-ce qu'on sort des stéréotypes ancrés sur le monde professionnel ou autour du monde professionnel. Et donc, quand on parle monde professionnel, finalement, moi, mes interlocuteurs me disaient les moins de 25, les 20-25, oui, ils m'intéressent parce que ce sont les étudiants, ils sont en fin d'études, ils commencent à faire leur premier pas dans le monde professionnel, mais ceux qui m'intéressent aussi, ce sont les 25-30 qui, justement, que l'on a en tout cas envie de fidéliser, qui sont parfois un peu volatiles, on ne sait pas forcément comment les gérer, on a du mal à les recruter. Donc, c'est pour ça que j'ai ouvert, c'est vraiment au regard des demandes qui m'ont été faites de la part de mes interlocuteurs et notamment des RH. D'accord. Comment est-ce que tu décrirais maintenant la mission, la vision de ton entreprise ? Qu'est-ce que tu veux résoudre pour nous, professionnels RH, comme problématique ? Moi, vraiment, mon ambition, c'est de faire en sorte que chacun trouve sa place au sein de l'entreprise, que chacun puisse apporter sa valeur ajoutée et de participer, à mon échelle, à ce que chacun vienne travailler chaque matin avec le sourire. C'est faire un pas en ce sens. Ça, c'est vraiment mon objectif, parce qu'aujourd'hui, forcément, moi, quand je suis appelée, il s'agit d'entreprises dans lesquelles il y a des tensions intergénérationnelles, des tensions qu'il est possible de résoudre, et souvent derrière, parce que ce que j'ai pas dit tout à l'heure, c'est que ces sujets des jeunes générations et de l'intergénérationnel, c'est des sujets qui soulèvent énormément de crispation. On a des tensions très très fortes, parce que derrière, ça vient réveiller des peurs individuelles, j'ai peur de perdre ma place, de pas être considérée comme légitime à mon poste, j'ai peur qu'on ne donne plus de poids à ma voix, c'est tous ces sujets-là aussi derrière. Donc vraiment, moi, mon objectif, c'est quelque part d'agir vers une forme de réassurance. Est-ce que ces questions-là, elles sont aussi vraies de la part d'un jeune ou d'une jeune qui rejoint une entreprise, qui a 18, 20, 22, qui est alternant, ou son premier CDI ou CDD ? Mais est-ce que c'est aussi vrai de la part de quelqu'un qui a plus de 55 ans, 60 ans, 62 ans et qui voit des plus jeunes arriver, qui percutent, forcément, ça nous percute tous. Est-ce que ces questions que les salariés se posent, c'est aussi vrai quelles que soient les générations, ou est-ce que c'est plus vrai pour les jeunes ou pour les plus anciens ? Alors, c'est vrai quelles que soient les générations. Après, les questions ne vont pas forcément être les mêmes. D'accord. Typiquement, tout à l'heure, je disais, j'ai peur de perdre ma place. Ça, c'est des questionnements qu'on va plus retrouver chez des personnes, voilà, là, je tombe dans un stéréotype, mais on va dire qu'il va avoir 40, 45 ans, 50 ans. Chez les plus jeunes, ça ne va pas forcément être les mêmes questionnements. Ça va être comment est-ce que je trouve ma place dans le collectif. Mais on voit bien que en fait, il y a toujours cet effet en miroir autour de la place, autour du respect, autour de la considération, de la communication. Et en fait, les questionnements ne sont pas tout à fait identiques, mais se répondent en fonction des générations. Ok. Vague de Sens, tu viens sur le sujet donc, des moins de 30 ans, aussi sur l'intergénérationnel. Concrètement, tu fais quoi, en fait ? Une entreprise t'appelle ? D'abord, c'est quel type d'entreprise qui t'appelle ?
Et concrètement, quel est ton rôle ? Aujourd'hui, c'est principalement des grands groupes qui m'appellent, mais pas seulement. Il y a aussi des PME, des ETI. J'ai travaillé avec quelques TPE. Et vraiment, comme je disais tout à l'heure, moi, mon ambition, c'est de réussir à décliner mes offres pour qu'elles soient accessibles à des entreprises de toute taille. Donc ça, vraiment, c'est ce que je souhaite faire. C'est tout secteur d'activité ? Tout secteur d'activité. Et évidemment, plus ça semble complexe et plus on me dit c'est absolument impossible de trouver une solution, plus ça me motive. Ah bah tu vas nous donner un exemple tout à l'heure, effectivement, de situations effectivement difficiles. Après, tu n'es pas obligé de citer le nom du client, tu peux le citer si tu veux, mais tu n'es pas obligé. Mais ça m'intéresse en tout cas. Ok. Donc voilà, je peux être appelée par tout type d'entreprise, entreprises de toute taille, de tout secteur. Et moi, quand j'interviens, alors il y a plusieurs types d'interventions. Soit on est vraiment sur une sensibilisation. Donc là, on va plutôt être sur des formats conférences, ateliers. Très clairement, c'est souvent des RH qui m'appellent ou des dirigeants en me disant les jeunes, on ne les comprend plus. On ne sait plus quoi faire, on ne sait plus ce qui est bien, ce qui n'est pas bien, on ne comprend plus quelles sont leurs aspirations, quelles sont leurs attentes, comment est-ce qu'ils projettent leur carrière professionnelle. Venez nous aider à avoir un décryptage de tout ça. Donc là, j'interviens vraiment sur un format, comme je le disais, plutôt conférence, atelier, avec une partie descendante. Mais moi, tu le sais très bien, quand j'interviens, justement, je mets les échanges vraiment au cœur aussi de ces interventions, bien qu'il y ait une partie descendante. Mais l'idée, c'est vraiment de favoriser cette prise de conscience. Et je pense que ça passe par ces échanges. Ce que je n'ai pas précisé aussi tout à l'heure, c'est que dans le cadre de mon activité, je vais continuellement à la rencontre des jeunes. Ah, c'est intéressant ça. Donc je vais vraiment continuellement à leur rencontre, que ce soit à travers des études quantitatives, qualitatives. Tu fais comment ? Tu vas dans la rue, tu vas dans des écoles, tu fais comment est-ce que tu les attrapes ces jeunes en fait ? Parfois dans la rue. Avec des formats micro-trottoirs où on va les solliciter sur des questions très spécifiques. Typiquement, c'est quoi la RSE ? Et puis là, on regarde ce qu'ils nous disent. Et les réponses peuvent parfois être surprenantes. Ça peut être des focus group qui sont réalisés avec des écoles ou qui sont réalisés avec... parce qu'aujourd'hui, on a une communauté de jeunes qu'on vient mobiliser. Donc, on leur dit, nous, on va traiter de ce sujet-là. Est-ce que vous voulez participer ? Et on a toujours des jeunes qui répondent présents et qui viennent travailler avec nous sur ces sujets. Il y a des entretiens individuels. Donc, ça peut être des entretiens individuels de collaborateurs quand ce sont des entreprises spécifiques qui me missionnent. Ça peut être des entretiens, pareil, d'un panel qu'on a mobilisé ou d'une étude quantique qu'on a réalisée. Et puis, dans la phase finale, on demande... dans les dernières questions, on demande s'ils accepteraient de participer à un entretien. Et souvent ils nous répondent positivement. Donc, là, ça peut être des salariés de l'entreprise de ton client, par exemple ? Ça peut être des salariés de mon client, ça peut être simplement des jeunes qui ont envie de participer et qui ont envie de porter leur voix en fait, sur certains sujets. On a vraiment cette démarche de proximité avec les jeunes générations et on réalise de nombreux entretiens filmés. Suite à ces entretiens filmés, on réalise des petites pastilles vidéo qui viennent aussi illustrer les conférences et les interventions auxquelles je faisais référence juste avant. Donc, les entreprises soit me sollicitent avec cette volonté de sensibilisation, donc là, prise de parole, on explique quelles sont les attentes, les aspirations des jeunes en se basant sur ce qu'ils nous ont dit, pour vraiment avoir cette proximité et puis avoir aussi cette compréhension de la manière dont ils décryptent le monde à l'instant T. Typiquement, sur certains sujets, ils ne décryptent pas le monde de la même manière aujourd'hui et il y a un an. Parce qu'il y a eu la guerre en Ukraine qui est passée par là, parce qu'il y a eu d'autres événements qui fait que ça a pu venir bousculer certaines représentations qu'ils ont. Le format de sensibilisation avec les conférences. Après, on a des ateliers pour notamment accompagner les managers dans l'évolution de leur posture managériale. Donc ça, c'est quelque chose qui m'est énormément demandé par les entreprises et que je propose également. Et puis après, on a un format un peu plus conseil sur des problématiques très spécifiques. Par exemple, on a des tensions intergénérationnelles au sein d'une équipe. On a des services qui n'arrivent plus à travailler ensemble, à collaborer. Là, on va avoir une approche étude où on va venir dans l'entreprise, on va réaliser des entretiens, donc cette fois avec les collaborateurs, des focus group, ou en tout cas, on va mettre en place le process le plus pertinent pour pouvoir identifier quels sont les leviers d'optimisation. Et puis après, on accompagne l'entreprise dans la mise en place des différentes actions pour résoudre la problématique. Donc, sensibilisation, intervention sous format d'atelier pour accompagner les managers, et puis après, la partie plus étude, conseil, de manière ad hoc avec les entreprises qui ont une problématique très spécifique. Ok. C'est un travail de dingue, parce que tu es toute seule, tu dois travailler 10 heures par jour. Allez, quand on est entrepreneur, c'est à peu près ça. Tu dois faire tes 40-50 heures par semaine assez facilement. Comment est-ce que tu arrives à tout concilier entre ta vie perso, ta vie professionnelle, ta vie d'entrepreneur ?
Comment est-ce que tu arrives à tout gérer? Parce que ça, c'est en étant aujourd'hui toute seule. Alors, j'ai bien compris que ça va évoluer, mais comment est-ce que tu arrives à répondre à toutes les sollicitations, en fait? Alors déjà, c'est pas toujours chose facile. Donc, tu choisis tes clients? Je choisis une partie de mes clients. On va dire que je choisis pas les clients vis-à-vis de l'entreprise et par exemple de la notoriété de l'entreprise. C'est pas ça en fait qui va vraiment m'inciter à choisir l'entreprise A plus que l'entreprise B si un choix doit être fait. Ça va vraiment être la considération de la problématique. Aujourd'hui, chaque semaine, j'ai des entreprises qui me sollicitent en me disant « Nous, on veut que vous veniez parler à nos collaborateurs, mais il ne se passera rien derrière. On veut juste mettre un petit coup de vernis. » Dans ces cas-là, je n'interviens pas. Parce que je sens que l'entreprise elle n'est pas mature et je sais qu'en intervenant, finalement, ça aura un impact délétère. Donc ça, je fais pas. Je partage ce point de vue. On l'a de temps en temps, nous, sur la marque employeur, avec des entreprises qui nous demandent juste à faire des communications sur les réseaux sociaux, mais qui ne veulent pas le travailler le fond, en fait. C'est ça. Donc, on se fait plaisir, mais on est dans le fake et c'est pas passionnant quand on est chef d'entreprise d'accompagner effectivement ce genre d'entreprise. Ça, je partage ce point de vue en tout cas. Ok, donc ça, c'est un critère de choix. Ça, c'est le critère principal de choix. Ok. Et puis, après, sinon, non, j'essaye au maximum, justement, comme je le disais, d'accompagner les entreprises, quelle que soit leur taille et quel que soit vraiment le sujet. Et comme tu l'as dit, je suis toute seule, mais tu l'as peut-être remarqué tout à l'heure, des fois je glisse du je au on, parce que j'ai quand même une équipe avec laquelle je travaille régulièrement. Heureusement qu'ils sont là, parce que sinon je pense que j'aurais des difficultés à faire face. Et aujourd'hui, j'ai vraiment l'ambition de proposer des offres qui soient digitalisées pour pouvoir aller plus loin, de proposer un format e-learning, des formats en blend learning, qui implique aussi que je ne sois pas forcément présente pour certaines étapes de la réflexion et du process. Ok. Ça me semble aujourd'hui, ça me semble être un Donc levier. ça, c'est les évolutions à venir, futures proches, on va dire, de vagues de sens. Ok. Intéressant. Je voulais qu'on revienne tout à l'heure, j'étais un peu interrompu, sur l'entreprise qui avait une difficulté extrêmement pointue. Est-ce que tu pourrais en parler? En fait, voilà. Est-ce que tu as un exemple client d'un appel où tu t'es dit waouh, ça va être chaud, ça va être costaud, ça va être challengeant, mais j'ai envie d'y aller? Oui, alors j'en ai plusieurs qui me viennent en tête, notamment dans l'industrie ou dans le secteur de la santé, où c'est très compliqué. Si on prend l'industrie, c'est des milieux qui sont peu flexible. On pourrait faire plein de choses, mais après, il y a les contraintes réelles qui nous freinent parfois. Donc, comment recréer une dynamique intergénérationnelle quand les collaborateurs se voient très peu, quand ils sont, pour certains, à travailler sur des chaînes avec un casque, ils peuvent pas forcément se parler, ils peuvent pas forcément s'entendre, donc c'est compliqué. Et puis, il y a aussi des tensions qui existent avec, là, typiquement, j'ai un client en tête où on avait vraiment ces visions stéréotypées de personnes qui étaient là depuis 20-30 ans dans l'entreprise, qui voyaient des jeunes arriver, pas forcément d'un bon œil, et qui partent du principe que les jeunes n'ont pas forcément envie de bosser, qu'ils ne resteront pas. Donc, ils les accueillent de manière pas forcément très agréable, ce qui a un impact direct sur l'intégration et la fidélisation avec des personnes qui partent des jeunes collaborateurs, du coup, qui partent bien plus tôt que ce qu'ils avaient envisagé en arrivant dans l'entreprise. Donc là, dans ces moments-là, il y a déjà une première phase de réassurance, parce que quand vous arrivez de l'extérieur et que vous avez les RH, la direction qui disent voilà, bonjour, il y a Marlène qui va être là, qui va échanger avec vous. Souvent, vous n'êtes pas spécialement bien accueillis. La première étape, c'est vraiment d'être sur cette réassurance et de faire prendre conscience qu'on n'est pas dans la confrontation des générations. Oui, c'est pas de savoir qui a tort, qui a raison, ou de comprendre les jeunes générations pour adapter les pratiques à 100% de leurs attentes. C'est plutôt de faire en sorte de recréer en fait sa chaîne de valeur et de vraiment identifier la valeur et le poids qu'a chacun dans cette grande chaîne de valeur. Donc ça passe par des entretiens individuels, ça passe par des temps d'échange avec chaque collaborateur. Et puis une fois qu'on a créé ce climat de confiance, là on peut commencer à travailler et à mettre en place des actions. Avec souvent une phase peut-être on va dire un petit peu plus compliquée, où il va toujours avoir ces moments de confrontation où des collaborateurs vont venir nous challenger nos propositions. Et puis l'idée, c'est de réussir à les impliquer pas à pas pour résoudre ces situations et faire en sorte que là, en l'occurrence, j'avais été appelée parce qu'il y avait un très très fort turnover, y compris sur les contrats courts, et de pouvoir les amener à constater assez rapidement que s'ils me font confiance et s'ils mettent en place telle et telle action, ça va avoir un impact sur le turnover. Et là, en l'occurrence, sur les contrats courts, ça a eu un impact très rapidement. Et du coup, le fait de constater que certes, ça a impliqué de nouvelles pratiques, mais que ça avait un impact positif, une fois que vous avez pu démontrer ça,
ils suivent et ils vous suivent beaucoup plus loin. Ah, ça c'est intéressant parce que tu vois, je réfléchissais en même temps que tu parles sur comment est-ce que tu considères ou comment est-ce que tes clients considèrent qu'une de tes missions est réussie. Est-ce que tu as des indicateurs clés? Là, tu parles du turnover, là, pour le coup. Est-ce que tu as d'autres indicateurs? Qu'est-ce qui fait que, après ton intervention, l'entreprise, elle a franchi un cap? Est-ce que, et c'est une seconde question, c'est pas bien de poser deux questions à la fois, mais est-ce que tu vas travailler sur l'expérience candidat? Est-ce que tu vas travailler sur l'expérience collaborateur? Jusqu'où tu vas, en fait, pour travailler? Comment tu mesures que c'est réussi? Alors, moi, je vais plutôt travailler sur l'expérience collaborateur que l'expérience candidat. D'accord. Sur la partie recrutement. Donc, moi, je ne fais pas de recrutement. J'en ferai jamais. C'est pas ma volonté. Par contre, sur cette phase, on va dire amont, je travaille avec les entreprises sur leur ADN. À savoir qui vous êtes, qu'est-ce que vous voulez représenter et comment créer cette cohérence entre les messages et les actions, enfin les messages qu'on peut diffuser, les actions qu'on peut réaliser et la réalité de l'entreprise. Parce qu'aujourd'hui, je pense que tu le sais très bien, on a plein de personnes et notamment des jeunes qui arrivent dans des entreprises et qui parfois font face, on va dire, à des mauvaises surprises en se disant mais moi, on m'a diffusé tel type de message, donc j'ai imaginé ça et quand j'arrive dans l'entreprise, ça ne correspond pas forcément à la réalité. Premier champ d'action, c'est vraiment de travailler avec les entreprises sur la valorisation de leur ADN et comment faire en sorte de communiquer de la manière la plus authentique qui soit. Donc ça, c'est un sujet sur lequel je suis appelée régulièrement. Là, pour le coup, l'impact, on va le voir sur la phase d'intégration. L'idée, c'est d'avoir des personnes, donc on va mesurer, on va faire des mesures avec des études quantitatives sur cette partie intégration pour savoir si justement il y a des mauvaises surprises qui ont été observées ou non. Et puis, on va aussi observer si finalement on a des personnes qui partent rapidement ou pas. Donc ça, c'est dans un premier temps, on va dire, sur la partie amont et tout ce qui peut être en lien avec l'attractivité. Et puis après, sur la fidélisation, là, c'est plus complexe à mesurer parce que simplement, l'objectif, c'est de fidéliser le plus longtemps possible. Alors, l'objectif n'est pas forcément de fidéliser tous les collaborateurs pendant 20 ans, mais en tout cas, voilà, d'optimiser tout de même cette fidélisation. Donc là, c'est plus compliqué à mesurer et l'objectif va être d'accompagner les managers et davantage de répondre à leurs questions. Donc tant qu'on a un bien-être, on va dire managérial et un bien-être des collaborateurs, parce que c'est plutôt ça qu'on va venir mesurer, on estime que du coup, les actions qu'on met en place ont un impact positif. Mais ça va être compliqué de dire, parce que nous, on intervient en 2023 et que 6 mois plus tard, la personne est toujours là, ce qu'on a fait a eu un impact positif. Non. Tu parlais de l'intégration et il y a une enquête qui est sortie il y a quelques jours que je mettrai en lien dans la description du podcast de l'EDEC Business School. L'échantillonnage, c'est quand même des étudiants qui sont issus de belles écoles françaises, donc ils sont plutôt privilégiés, mais à mes yeux en tout cas, par rapport des fois à la population que toi ou moi on peut rencontrer dans les entreprises, qui ont eu la chance de faire des belles études, etc. Et j'ai été hyper choqué par un chiffre, c'est que 51% de ces jeunes ont eu le sentiment d'avoir bénéficié d'un dispositif d'accueil et d'intégration spécifique à leur prise de poste. Et là, on se dit, 1 sur 2 dit j'ai eu une véritable intégration, 1 sur 2 dit a priori j'ai pas eu d'intégration, alors que ce sont des jeunes qui sont hyper sollicités, hyper choyés dans l'environnement économique et d'emploi qu'on connaît, mais on en est encore là en 2023 sur l'intégration. Est-ce que c'est quelque chose que tu vois ou est-ce que tu vois quand même des progrès de la part des entreprises sur l'onboarding et tous ces dispositifs? Alors, il y a certaines entreprises qui mettent en place plein de choses et plein de belles choses, mais il y en a aussi beaucoup dont l'intégration, c'est un temps collectif dans une salle où on regarde un PowerPoint de présentation de l'entreprise et puis un petit déjeuner d'accueil. Et là, aujourd'hui, ça ne suffit pas parce que derrière l'intégration, je pense que la vraie question à se poser, c'est quoi l'enjeu ? Et aujourd'hui, ce qu'on constate quand on va voir les plus jeunes et qu'on parle du monde professionnel avec eux, c'est qu'on a une jeune génération qui est plutôt anxieuse à l'idée d'entrer dans le monde professionnel. Et plus vous avez une mauvaise surprise entre les projections qu'ils ont du monde professionnel ou de l'entreprise et la réalité, plus il y a de chances d'avoir des départs précipités. Donc l'enjeu, c'est vraiment de rassurer lors de cette phase d'intégration. Et ça, aujourd'hui, j'ai le sentiment que de nombreuses entreprises n'ont pas forcément perçu. D'accord. Et on voit bien qu'il y a une multiplication d'actions que je comprends. En plus, on a le contexte qui n'aide pas toujours. Donc, on a des entreprises qui nous disent, nous, en fait, on a besoin de recruter, on a besoin de fidéliser. C'est de vraies tensions pour nous. Donc, on va multiplier les actions. Et plus on en fait, plus ça va les satisfaire, plus ils vont bien se sentir et plus ils vont rester. Dans la réalité des faits, ça ne marche pas comme ça. Et c'est pour ça que j'invite vraiment les entreprises à se questionner sur qui elles sont
et comment est-ce qu'elles peuvent rassurer les jeunes générations, mais en partant de qui elles sont, de ce qu'elles proposent. Et je crois qu'aujourd'hui, cette réflexion et cet enjeu n'est pas toujours compris par les entreprises. En gros, il faut vraiment sortir de la présentation en salle PowerPoint et réfléchir à comment est-ce qu'on peut rassurer en créant des temps d'échange. C'est comme le rapport d'étonnement. Ça peut sembler un peu désuet, mais moi je trouve que c'est un super outil pour impulser justement cette dynamique à la fois intergénérationnelle et horizontale, qui est une attente. Mais nous, quand on regarde dans les chiffres, on va dire qu'on a d'un côté presque 100% des entreprises qui nous disent oui, nous, on met plein d'actions en place pour l'intégration, on propose un rapport d'étonnement, et puis de l'autre part, on va avoir des jeunes qui nous disent non, moi un rapport d'étonnement, j'en ai jamais eu. Ok, donc là, ça surprend. Et quand on fait des entretiens, on se rend compte que finalement, il y a eu une sorte de rapport d'étonnement qui a été demandé par l'entreprise, des collaborateurs qui ont répondu à quelques questions, qui les ont rendues, il n'y a pas eu de suite. Donc, eux ne comprennent pas vraiment l'objectif en fait, de cette action. Et ils vont se dire, non, en fait, on m'a posé des questions, j'ai donné mon avis, mais en plus, j'ai jamais eu de retour. On ne vient jamais vers moi, donc en fait, est-ce que ça sert réellement ? Est-ce que c'est lu, déjà, tout simplement ? Donc ça peut même produire l'effet inverse en disant en fait il me demande mon avis mais il s'en fiche. Ouais, c'est déceptif. C'est déceptif. Donc comment mettre en place des actions qui ont du sens, et puis je pense qu'il vaut mieux se focaliser sur peut-être 2-3 actions clés plutôt que de multiplier et ne pas aller au bout des actions qui sont mises en place. Ok. Les salariés ambassadeurs, l'employé advocacy en anglais, quelle importance tu lui donnes aujourd'hui en entreprise ? Aujourd'hui, je pense que c'est fondamental. Parce que quand on regarde comment est-ce que les jeunes choisissent les entreprises, et qu'est-ce qui va les inciter à aller vers l'entreprise A plus que l'entreprise B, c'est avant tout leur réseau. Aujourd'hui, ils vont aller solliciter leur réseau pour savoir s'ils ont un ami d'amis, d'un cousin qui un jour a mis un pied dans l'entreprise. Et si c'est le cas, le poids de ce discours sera supérieur à n'importe quelle communication que l'entreprise pourra faire. Donc je pense qu'aujourd'hui, il faut vraiment faire attention et soigner, parce qu'en fait, n'importe quel collaborateur peut être un ambassadeur. Et d'ailleurs, n'importe quel collaborateur, mais vous pouvez même avoir des personnes qui n'ont jamais été collaborateurs chez vous, qui vont tenir des discours parfois très affirmés sur votre entreprise, parce qu'ils ont entendu que ça se passait de telle ou telle manière chez vous. Donc je pense qu'il faut vraiment soigner les collaborateurs, peut-être pas les chouchouter, pas forcément en faire trop, mais être dans quand même cette dynamique de prendre soin des collaborateurs, parce que évidemment ce qui se passe de bien en interne rayonnera en externe et aura un impact derrière sur l'attractivité, le recrutement et la fidélisation. Un peu de prospective, Marlène, pour une dernière partie de notre échange. Prospective sur notre fonction RH, et puis prospective aussi sur Règle de Sens, parce que c'est intéressant. Aujourd'hui, on est confronté à des discussions, on va dire, agitées autour de l'âge de la retraite, et donc forcément une volonté effectivement de travailler plus longtemps, quels que soient les métiers. Alors, on va pas débattre de l'âge, c'est pas le sujet d'aujourd'hui, mais en tout cas de travailler plus longtemps globalement. Et donc, le sujet de l'intergénérationnel, va prendre, à mon sens, en tout cas, et peut-être que je me trompe, de plus en plus d'ampleur. Comment tu vois ces prochaines années avec des jeunes qui arrivent, des générations alpha, qui sont pas encore réellement sur le marché de l'emploi, mais qui vont y arriver petit à petit, et puis des personnes qui ont 60, 62, 64, 65, 66 ans, qui veulent peut-être continuer à travailler pour certaines. Comment tu vois ces écarts entre la génération alpha et des personnes qui ont plus de 60 ans, en fait ? Je pense que la problématique de fond ne sera pas tant différente de celle d'aujourd'hui. Au sens où derrière le sujet de l'intergénérationnel, souvent, si on veut vraiment vulgariser, c'est un simple problème de communication. C'est qu'on a des générations qui n'ont pas forcément les mêmes attentes, les mêmes aspirations. Alors évidemment, c'est pas parce qu'on fait partie d'une génération qu'on ne peut pas partager des caractéristiques avec une autre génération, mais on a quand même des tendances structurantes qui émergent, des représentations du monde différentes qui émergent, et parce qu'on n'arrive plus à comprendre l'autre, finalement, on a ces écarts qui se creusent. Donc l'objectif premier, c'est de favoriser la considération et la communication. Donc je pense que le problème de fond, que ce soit aujourd'hui ou demain, il sera le même. Par contre, je pense que la différence, elle se joue aujourd'hui. C'est qu'on a des entreprises qui commencent à se poser ces questions-là, qui ont conscience de ce que tu as évoqué juste avant, et qui se disent, moi, j'ai envie de commencer à agir dès aujourd'hui. Parce qu'on est de fond sur des sujets en lien avec le relationnel, avec l'humain, donc tout ne peut pas changer du jour au lendemain. C'est des processus qui prennent du temps. Donc les entreprises qui commencent à agir aujourd'hui, je crois que demain,
elles ne feront pas face à ces difficultés intergénérationnelles. Okay. Donc, mais l'enjeu, c'est d'agir le plus rapidement possible, parce qu'on est tous conscients que cette question de l'intergénérationnel, elle est présente aujourd'hui, mais elle sera présente demain. Et on a des entreprises qui, je crois, prennent conscience de certaines difficultés de par les feedbacks que peuvent faire remonter les managers, en disant nous, c'est vraiment compliqué pour nous aujourd'hui vis-à-vis des jeunes générations, on n'arrive pas très bien à les comprendre, mais qui ne sont pas toujours convaincus de l'importance de ce sujet. Et donc, qui repoussent ce sujet-là, le risque étant que dans 4, 5, 6 ans, les tensions soient plus fortes sur l'intergénérationnel, et donc on a des entreprises qui se mobilisent, mais qui se mobilisent un peu tard. Et derrière, ça aura un impact négatif sur l'attractivité et potentiellement la fidélisation, parce que plus vous avez de tensions intergénérationnelles, moins le climat social est bon. Et quand on voit effectivement les évolutions technologiques, quand on voit les IA génératives type ChatGPT dont on a beaucoup parlé aujourd'hui, mais qui va engendrer forcément des modifications dans les métiers, dans la façon de travailler, la façon d'interagir, etc. Et on peut pas dire que c'est anodin ce sujet en tout état de cause. En tout cas, moi c'est une conviction perso et là je la partage, mais tu as le droit de pas être d'accord pour le coup. Je pense que le mentoring, reverse mentoring, va prendre encore plus de poids. Demain. Moi, je le vois même. Moi, je suis un peu plus jeune que. Je suis un vieux jeune ou un jeune vieux, je sais pas trop. Mais je vois effectivement les plus jeunes qui sont dans ma structure me percuter effectivement sur le digital, alors que je suis à l'aise avec le sujet, que je suis pas perdu du tout avec le sujet. Mais et je me dis effectivement, ça va très vite. Ça va très vite aujourd'hui, et les générations alpha elles vont encore plus vite que nous, que même que toi, forcément, au quotidien. Et donc ça, je pense qu'il y a un véritable enjeu je partage ton point de vue, il faut y travailler maintenant, et pas attendre d'être dans le mur, d'être dans le dur, pour faire front. Je sais pas ce que tu en penses sur le mentoring, le reverse mentoring. Si, je te rejoins totalement sur la partie... alors, davantage reverse mentoring que mentoring. Oui. Parce que aujourd'hui, on a, comme je le disais, on a tous un regard qui a du sens, qui a du poids, et on a tous quelque chose à apporter. Et je pense que justement, le mentoring a bien été intégré par les entreprises. Le reverse mentoring, on va dire sur le papier, est intégré, dans la réalité, pas toujours. Donc il faut vraiment... C'est aussi un changement de prisme en se disant le collaborateur qui arrive chez nous en stage, qui a 20 ans, son regard a autant d'importance que le collaborateur qui est là depuis 30 ans. Mais simplement, on va dire que leurs forces ne vont pas être sur les mêmes points et leurs faiblesses ne vont pas être sur les mêmes points. Mais chacun a quelque chose à apporter. Et je crois qu'aujourd'hui, même si on a conscience de ça, on a toujours ce côté très traditionnel et très vertical qui nous fait nous dire que le collaborateur qui est là depuis plus longtemps, sa voix a plus de poids que le jeune collaborateur qui vient d'arriver. Pour terminer, quelques petites questions. Comment tu vois Vague de Sens dans quelques années ? Vous serez 10, une levée de fonds, c'est quoi tes objectifs en fait ? Qu'est-ce que tu as envie de nous partager ? Alors il y en a plusieurs. Vague de Sens, c'est un projet en 4 temps, en tout cas c'est la manière dont je l'ai pensé. La première, pour moi c'est la base, le socle, c'est vraiment cette partie conseil, cette proximité à la fois avec les jeunes et l'entreprise, parce que moi ma vision et ma pratique c'est vraiment d'avoir cette proximité et d'avoir aussi ce côté très opérationnel. Quand j'interviens en entreprise, je ne veux pas simplement, redire ce que j'ai pu lire dans des livres ou voir dans des vidéos sur YouTube. C'est pas ça l'idée. L'idée, c'est vraiment d'apporter des cas concrets, précis, des exemples issus du terrain, d'entreprises avec lesquelles j'ai travaillé. Et ça, vraiment, je veux le garder. Donc, ça, c'est la base, le socle. Là, aujourd'hui, l'objectif, c'est vraiment de digitaliser pour pouvoir ouvrir ces offres et les rendre accessibles à des entreprises de toute taille, partout en France. Aujourd'hui, vraiment, on est plutôt sur une ambition nationale, pas internationale. Et après, ce que je voudrais, c'est aussi travailler plutôt sur la partie média. Aujourd'hui, Vague de Sens n'est pas du tout axé média, digital. L'objectif, c'est d'aller quand même dans cette direction pour devenir un média de référence sur l'intergénérationnel. Pour justement ouvrir et pas être... je pense que, comme je le disais au début, l'urgence est le monde professionnel. Je pense que c'est là où il y a vraiment une carte à jouer maintenant. Après, ce sujet-là, je pense qu'il est bien plus large que le monde professionnel et l'idée, c'est aussi d'ouvrir et de sensibiliser de manière bien plus large. Et puis après, il y a une 4e étape, mais que je garde pour moi pour le moment. Mince, je te réinviterai alors. Ouais. Et pour finir en beauté, quels sont les autres
entreprises RH, les autres solutions RH que tu me recommanderais de contacter et qui peuvent être intéressantes, que je rencontre dans ce cadre de ce podcast, ou qui pourraient intéresser tout simplement aussi nos auditeurs? Alors, je pense que des solutions RH, des outils RH aussi, il y en a plein. Aujourd'hui, il y a plein de solutions très pertinentes sur le marché. Je me permettrais quand même un petit mot sur le sujet, parce qu'aujourd'hui, j'ai plein d'entreprises qui me sollicitent en me disant, nous, on cherche l'outil magique. Alors, ça peut sembler un peu stéréotypé dit comme ça, mais pour autant, c'est vraiment une demande qui émerge, que j'entends chaque semaine. L'outil magique, en tout cas sur les sujets en lien avec l'intergénérationnel, avec les jeunes générations, ça n'existe pas. Même de manière c'est pas plus le point large. 4 de Vague de Sens, alors. Eh ben non, peut-être ce sera le point 5, qui sait. Mais pour l'instant, j'ai pas de baguette magique, j'ai pas d'outil magique. Il faut prendre le temps de travailler sur ces sujets humains. Ça implique du changement. Le changement, c'est jamais confortable, c'est toujours difficile, mais je pense que c'est indispensable pour faire face aux situations dans lesquelles on se trouve aujourd'hui. Néanmoins, pour répondre à ta question sur la partie solution, moi, je parle souvent d'outils ou de solutions qui vont pas régler forcément ce problème de fond, mais qui vont aider à fédérer des équipes, qui vont aider à avoir une meilleure communication en interne. Donc forcément, je parle de communication interne, j'ai Steeple qui me vient en tête, forcément, dont je parle régulièrement, qui aide à créer une bonne communication interne, à fédérer aussi les équipes. Et je pense que ça, c'est des véritables enjeux aujourd'hui, notamment quand on parle d'intergénérationnel. Je parle régulièrement aussi d'outils tels que Mailloop, qui est un outil qui va permettre en fait à des collaborateurs, mais surtout aux managers, de prendre conscience de leurs écrits et de savoir comment leurs mails sont perçus par leurs équipes. Parce que des fois, quand vous avez un manager qui vous écrit des mails à 23h, en tant que collaborateur, vous ne savez pas si vous devez répondre à ces mails, est-ce qu'il faut le faire ou pas. Quand vous avez un manager ou un collègue qui vous écrit des mails en majuscule avec 50 points d'exclamation, voilà quel impact ça peut avoir. Parce que finalement, si on reçoit des mails qui vont quelque part nous braquer un petit peu, derrière, ça peut créer des tensions au niveau relationnel et ça peut avoir un impact sur le climat social. Donc, comment est-ce qu'on objective ces situations et comment est-ce qu'on participe à les résoudre ? Je crois qu'aujourd'hui, il y a plein de solutions qui existent. Donc, Mailloop, Steeple, il y en a plein d'autres. Mais c'est les deux premières qui me viennent en tête et que je cite régulièrement quand j'interviens en entreprise. Ok. Je suis RH en entreprise, j'ai envie de te contacter. Je fais comment ? Qu'est-ce qui est le plus simple ? Qu'est-ce qui est le plus simple ? Bien, tu m'ajoutes sur LinkedIn et tu m'envoies un petit message. Et en général, ça marche assez bien. Et ça marche, tu réponds. Et ça, je réponds. Sinon, tu peux me contacter aussi via mon site internet, donc vaguedesens.fr. Ou alors tu me passes un petit coup de fil, on échange sur tes besoins et je te dis si je peux t'accompagner ou pas. Ok. Merci beaucoup, Marlène. Merci à toi, Florent, pour l'invitation. C'est avec grand plaisir. Merci pour ta sincérité, ton enthousiasme, ton dynamisme. Alors, je suis pas déçu parce que je le savais, mais en tout cas, à bientôt. Et puis, je vous dis à bientôt pour un prochain épisode. Au revoir. Au revoir. C'est terminé pour ce bel épisode. Merci de l'avoir suivi en entier. Pour ne pas rater le prochain, d'ailleurs je prépare plein de chouettes entretiens pour ces prochaines semaines, abonnez-vous à On n'a jamais fait comme ça. C'est le bouton Suivre sur Apple Podcast ou s'abonner simplement sur Spotify. N'hésitez pas également à mettre 5 étoiles si vous avez apprécié ce podcast et à me contacter via LinkedIn pour tout commentaire ou toute suggestion d'invité. À bientôt!